En 1959, un homme de 65 ans s'effondre. Pedro, professeur à New York, vient de faire un AVC massif. Paralysé d'un côté, incapable de parler, son visage reste figé comme un masque. Et les médecins sont formels. C'est terminé, le cerveau est détruit, il ne récupérera jamais. Il finira donc ses jours dans un fauteuil roulant. Son fils, Paul, est neurologue. Et lui, il refuse d'accepter. Il ramène son père chez lui et il commence quelque chose d'assez fou. Il le fait ramper, littéralement à quatre pattes, comme un bébé, pendant des semaines et même des mois. Il lui fait jouer avec des pièces de monnaie pour récupérer la motricité fine. Il lui fait laver les murs en faisant des cercles pour retrouver le mouvement de l'épaule. Il lui fait taper sur des casseroles pour réapprendre la coordination. Un an plus tard, Pedro remarche. Il reparle, il retourne enseigner à l'université. Il reprend même la randonnée en montagne. Il meurt 7 ans plus tard d'une crise cardiaque. Lors de l'autopsie, les médecins découvrent quelque chose de stupéfiant. 97% de son cortex moteur avait été détruit par l'AVC. 97%. Comment un homme peut-il remarcher, reparler, reprendre une vie normale avec un cerveau détruit à 97%? Eh bien, figurez-vous que son cerveau s'est recablé. D'autres zones avaient pris le relais. Des connexions nouvelles s'étaient créées là où il n'y en avait jamais eu. Ce jour-là, la neuroplasticité est passée de la théorie à la preuve vivante. Bienvenue dans Winterbloom. Aujourd'hui, on va parler de ce que cette histoire signifie pour vous. Et notamment de toutes ces phrases qu'on se dit sans cesse. Je suis comme ça, c'est ma nature. Je ne peux pas changer, c'est plus fort que moi. J'ai toujours été anxieux, je serai toujours anxieux. Ou alors, je ne suis pas fait pour apprendre les langues. Combien de fois vous vous êtes enfermé dans cette prison mentale du « je suis comme ça, point final ». C'est confortable, remarquez. Ça évite d'avoir à changer. Ça évite l'effort, ça évite la responsabilité. C'est ma nature devient « ce n'est pas de ma faute ». Sauf qu'en réalité, c'est un mensonge. Et plutôt un grand mensonge. Un mensonge scientifiquement prouvé comme faux depuis plus de 30 ans. Vous n'êtes pas comme ça. Votre cerveau n'est pas figé. Il n'est pas coulé dans le béton à 25 ans. Il n'est pas une fatalité génétique non plus. Votre cerveau est de l'argile, malléable, sculptable, transformable, jusqu'à votre dernier souffle. Aujourd'hui, on va parler de neuroplasticité, ce mot scientifique un peu barbare qui signifie simplement « votre cerveau peut changer ». Profondément, structurellement, physiquement même. Et si votre cerveau peut changer, alors vous pouvez changer. La question n'est plus « est-ce que je peux changer ?», c'est comment je sculpte mon cerveau. Pendant des décennies, la science a cru que le cerveau adulte était figé. Une fois formé, vers 25 ans, c'était terminé. Les connexions neuronales étaient établies, les circuits câblés, le hardware définitif entre guillemets. Donc si vous étiez anxieux à 30 ans, vous le restiez à 80 ans. Si vous aviez du mal à apprendre à 35 ans, c'était fini. Si vous étiez dépressif, colérique, procrastinateur ou quoi que ce soit d'autre, c'était votre nature. On vous disait, on ne change pas un vieux singe. C'est trop tard pour moi, j'aurais dû commencer plus jeune. Et ce sont des choses qu'on se dit encore actuellement. Non pas parce que c'est impossible, mais parce qu'on arrive à se convaincre que c'est trop dur à changer. Et c'est vrai. Plus vous attendez pour changer, plus ce sera difficile. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et parce que c'est confortable de penser comme ça. Ça déresponsabilise. Puis dans les années 1990, les neuroscientifiques ont commencé à observer quelque chose de dingue, de révolutionnaire. Le cerveau adulte change, physiquement et structurellement. De nouvelles connexions se forment. Des zones cérébrales grossissent, d'autres rétrécissent. Les circuits neuronaux se réorganisent. Même chez des gens de 60, 70 ou 80 ans. Vous n'êtes pas coincé avec le cerveau que vous avez. Vous sculptez votre cerveau chaque jour, à chaque pensée, à chaque action, à chaque répétition. Surtout avec la répétition. La seule question, c'est est-ce que vous le sculptez consciemment ou par accident ? Simplifions un instant. Votre cerveau contient environ 86 milliards de neurones. Ces neurones communiquent entre eux par des connexions qu'on appelle des synapses. Vous en avez des centaines de milliers de milliards. Ce sont un peu des autoroutes neuronales. Certaines autoroutes sont ultra développées. 6 voies, bien pavées, ultra rapides. Ce sont vos habitudes, vos pensées automatiques, vos réflexes. D'autres sont plutôt des petits chemins de terre, rarement utilisés, difficiles d'accès.
La neuroplasticité, c'est votre capacité à créer de nouvelles routes, à élargir les routes existantes et à laisser d'autres routes se dégrader. Chaque fois que vous répétez une pensée, une action, un comportement, vous élargissez cette route neuronale. Elle devient plus rapide, plus automatique, plus solide. Chaque fois que vous arrêtez d'utiliser une route, elle se dégrade. L'herbe pousse dessus, elle devient difficile d'accès. C'est ça la neuroplasticité. Votre cerveau se recable en fonction de ce que vous faites. Ce n'est pas magique, c'est biologique, c'est physique et c'est mesurable. Vous sculptez littéralement votre cerveau avec vos choix au quotidien. Et pour appuyer mes propos, laissez-moi vous raconter quelques histoires. Des preuves concrètes, mesurables et indiscutables. On va commencer par les chauffeurs de taxis londoniens. À Londres, il y a plus de 25 000 rues. Un bordel incroyable. Pas de plan en gris comme certaines villes américaines. C'est un labyrinthe. Pour devenir chauffeur de taxi à Londres, vous devez passer un examen qu'on appelle la connaissance. Mémoriser toutes les rues, tous les chemins, tous les raccourcis. Ça prend 3 à 4 ans d'études intensives. Et seulement la moitié des candidats réussissent. Eleanor McGuire, une neuroscientifique de l'Université du Collège de London, a eu une idée. Elle a scanné le cerveau de ses chauffeurs. Et le résultat, c'est que leur hippocampe postérieur, la zone de la mémoire spatiale, était significativement plus volumineux que la moyenne. Plus gros que celui des chauffeurs de bus qui suivent le même trajet. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi montré que plus un chauffeur avait d'années d'expérience, plus son hippocampe était développé. Ce n'était pas une prédisposition génétique, c'était l'effet de l'entraînement. Ils ont littéralement fait grossir une zone de leur cerveau en l'utilisant intensément. Et dans une étude de suivi, elle a scanné des apprentis chauffeurs avant et après leur formation. Ceux qui ont réussi l'examen avaient un hippocampe qui avait grossi pendant les 4 années d'entraînement. Et pour ceux qui ont échoué, pas de changement. Le cerveau s'adapte à ce qu'on lui demande. Pour les musiciens, des chercheurs ont comparé le cerveau des violonistes professionnels à celui de non-musiciens. Chez les violonistes, la zone du cortex moteur qui contrôle les doigts de la main gauche était massivement développée, beaucoup plus que la main droite, qui tient l'archet avec des mouvements plus simples. Plus fort encore, chez les pianistes qui ont commencé enfants, la zone est encore plus développée que chez ceux qui ont commencé adultes. Mais les adultes montraient quand même des changements significatifs. Donc ça prouve bien qu'il n'est jamais trop tard. Autre exemple concernant les méditants. Des études sur des moines bouddhistes qui méditent plus de 10 000 heures dans leur vie ont montré des changements massifs dans leur cerveau. Leur cortex préfrontal, la zone de la régulation émotionnelle, est plus épais. Leur amygdale, la zone de la peur, est moins réactive. Leur insula, la zone de l'empathie, est plus développée. Mais voici ce qui est plus important, c'est que certaines études ont montré des changements après seulement 8 semaines de méditation quotidienne chez des débutants. D'autres études, plus rigoureuses, n'ont pas réussi à répliquer ces résultats structurels. Mais ce qu'on sait avec certitude, c'est que la méditation change le fonctionnement du cerveau. Les changements de structure, eux, demandent probablement plus de temps et de pratique. Mais peu importe les nuances scientifiques, le changement comportemental, lui, est bien réel. Les gens qui méditent régulièrement gèrent mieux leur stress. Point. Dernier exemple comme Pedro, dont je vous ai parlé au début. Une personne fait un AVC, une partie de son cerveau est détruite, elle perd l'usage de son bras droit. La médecine classique disait « c'est foutu, cette zone est morte, le bras restera paralysé ». Puis on a découvert la thérapie par contrainte induite. On immobilise le bras sain et on force la personne à utiliser son bras paralysé, encore et encore. Résultat, après quelques mois, d'autres zones du cerveau ont pris le relais. De nouvelles connexions se sont formées. Le bras a récupéré une partie de sa fonction. Le cerveau s'est donc littéralement réorganisé. Il s'est recablé, si on peut dire. Est-ce que vous captez l'ampleur de ce que ça signifie ? Si un cerveau endommagé peut se recabler, votre cerveau intact peut faire absolument n'importe quoi. Les neuroscientifiques ont une phrase célèbre, formulée par le psychologue canadien Donald Hebb. Les neurones qui s'activent ensemble finissent par se câbler ensemble. Ce qui s'allume ensemble se connecte ensemble. Traduction encore plus simple, ce que vous faites répétitivement devient votre cerveau. Vous ruminez tous les soirs, vous créez et renforcez des autoroutes neuronales de la rumination. Votre cerveau devient un expert de la rumination. Vous vous énervez facilement,
Vous créez des autoroutes de la colère. Votre amygdale devient hyper réactive. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de scroller, vous créez des circuits de dopamine addictifs. Votre cerveau devient accro à la stimulation constante. Si vous respirez profondément face au stress, vous créez des circuits de régulation. Votre système nerveux apprend le calme. Et puisque vous savez maintenant que c'est votre inconscient qui gère une bonne partie de vos habitudes et de vos routines quotidiennes, il faut observer un temps son inconscient. Qu'est-ce que nous faisons machinalement tous les jours pour implémenter des habitudes qui vont dans le sens de nos objectifs? Si je veux réussir mon projet, si je veux être en meilleure santé, si je veux me sentir mieux dans ma peau, etc. Parce que votre cerveau devient ce que vous pratiquez. Pas ce que vous voulez, pas ce que vous pensez, ce que vous pratiquez concrètement dans la vie de tous les jours. Donc ok, vous comprenez le principe. Votre cerveau peut changer, alors pourquoi c'est quand même si difficile? C'est ça la vraie question. Parce qu'on arrive tous à changer pendant 2 semaines, voire 3 semaines. Mais au-delà, ça devient très difficile. Eh bien, sachez que c'est tout simplement parce que vos vieilles autoroutes neuronales ne disparaissent jamais complètement. Imaginez un instant, vous avez une autoroute de l'anxiété. Il y a 6 voies, ultra développées, 30 ans de construction. Chaque fois que quelque chose de stressant arrive, votre cerveau emprunte cette autoroute automatiquement. Il n'y a absolument aucun effort à fournir. C'est le chemin le plus facile, le plus rapide. Maintenant, décidez de créer une nouvelle route. La route de la respiration calme, on va dire. Au début, c'est un petit chemin de terre. C'est difficile, c'est lent, c'est inconfortable. Votre cerveau préfère largement son autoroute habituelle, parce que vous lui demandez de choisir un chemin plus difficile d'accès, plus lent, qui demande plus d'efforts. Comparé à une autoroute ultra rapide, le choix est vite fait pour votre inconscient. Il vous poussera toujours à prendre l'autoroute, parce que pour votre inconscient, gaspiller de l'énergie, c'est la pire chose à faire. Il n'y a aucune raison de prendre une route sinueuse si vous avez une autoroute devant vous. Gardez ça à l'esprit, c'est très important. Quand vous devez faire votre sport, il vous incitera toujours à prendre l'autoroute direction le canapé, plutôt qu'emprunter une route sinueuse de l'effort, de la transpiration, de la difficulté. Et donc, puisque vous le savez à l'avance, vous pouvez l'anticiper. Vous pouvez anticiper toutes les difficultés qui vont arriver, parce que vous savez à l'avance qu'elles vont arriver. Alors bien sûr, au début, c'est difficile, c'est lent, c'est inconfortable. Mais si vous insistez, chaque jour, vous empruntez votre petit chemin, vous respirez face au stress, dans le cas du stress, petit à petit, le chemin va se solidifier. Ça va devenir un sentier, puis une route, puis une voie rapide. Ça demande du temps, mais puisque vous allez dans le sens de ce que vous voulez vraiment pour vous, pour votre bien-être, une meilleure santé, plus d'énergie, une meilleure confiance en vous, ça, ce sont vos objectifs intrinsèques. C'est ce que vous voulez vraiment pour vous-même. Donc, puisque vous le voulez vraiment, ce sera plus facile de résister à votre inconscient. Parallèlement, votre vieille autoroute de l'anxiété, elle, sera moins utilisée. Elle va commencer à se dégrader tout doucement. Les 6 voies vont passer à 4, puis à 3, puis à 2. Alors je le répète, elles ne disparaissent jamais complètement. C'est tellement ancré en vous. Elles sont tellement parfaites. Votre inconscient n'hésitera jamais à vous rappeler que vous pouvez toujours prendre l'ancienne autoroute. C'est pour ça, par exemple, que sous stress intense, vous pouvez rechuter dans vos vieux schémas. L'autoroute est toujours là, on fuit, prête à être réactivée à tout moment. La bonne nouvelle, c'est que plus vous utilisez la bonne route, plus ça sera facile. Et ce qui est important à retenir également, c'est que si vous craquez, entre guillemets, et que vous revenez temporairement sur votre ancienne autoroute, c'est pas dramatique. L'objectif, c'est d'emprunter la nouvelle route la majorité du temps. Et sur le temps long, c'est elle qui gagnera, pas l'ancienne. Et c'est pareil pour tout. Si vous cherchez à perdre du poids, par exemple, à revoir comment vous consommez l'alimentation au quotidien, eh bien ça n'a pas besoin d'être parfait tout le temps. Déjà, parce que vous n'y arriverez pas, vous allez craquer. Mais si vous savez à l'avance que vous allez craquer, parce que c'est naturel, eh bien vous acceptez de craquer. Et les jours suivants, vous reprenez les bonnes habitudes que vous avez prises pour vous. Le changement n'est pas linéaire. C'est simplement une bataille entre vos anciennes et vos nouvelles connexions. Et la bataille se gagne sur le temps long, par la répétition.
Si vous voulez sculpter votre cerveau consciemment, vous devez comprendre ces 3 lois. La loi numéro 1, ce qui ne sert pas s'atrophie. Les connexions neuronales que vous utilisez se renforcent, alors que celles que vous n'utilisez pas s'affaiblissent. C'est exactement comme un muscle. Vous allez à la salle, vos muscles se développent. Vous arrêtez, ils fondent. Votre cerveau fait pareil. Si vous pratiquez la gratitude, ces circuits se renforcent. Et si vous arrêtez, ils s'affaiblissent. La loi numéro 2, c'est la répétition. Une fois ne suffit pas, 10 fois ne suffisent pas non plus. La neuroplasticité demande de la répétition. Beaucoup de répétition. Pour créer une nouvelle autoroute neuronale solide, il faut compter en semaines et en mois, pas en jours. Philippa Lally, qui est chercheuse à l'université du Collège London, a étudié combien de temps il faut vraiment pour former une habitude. Et ses résultats montrent des variations énormes. Une habitude simple, comme boire de l'eau au réveil, ça prend environ 18 jours. Alors qu'une habitude moyenne, c'est 66 jours environ. Alors qu'une habitude plus complexe, comme faire 50 pompes tous les jours, ça peut aller jusqu'à 254 jours. Presque 9 mois. Pas 21 jours comme on l'entend partout. C'est un mythe. Mais voici ce qui est important. Les premiers changements arrivent relativement vite. Vous ne devez pas attendre des années pour voir des résultats, mais vous devez être patient pour les solidifier. La loi numéro 3, c'est la spécificité compte. Votre cerveau ne change pas en général. Il change de façon très spécifique. Si vous pratiquez la patience face au stress au travail, vous deviendrez plus patient face au stress au travail. Pas forcément face à vos enfants qui traînent le matin. Si vous méditez assis les yeux fermés dans votre salon, vous deviendrez bon à méditer assis les yeux fermés dans votre salon. Pas forcément à rester calme dans le métro bondé. Le changement est contextuel. Par exemple, moi j'ai cherché à diminuer ma consommation de café. C'était une période où on était en télétravail plus ou moins forcé, et en plus de ça, je cumulais des congés. Donc, j'ai diminué ma consommation de café à la maison, mais une fois que je suis retourné au travail, eh bien là, j'ai ressenti une tension forte. J'ai eu du mal à me contenter de 2 cafés le matin, alors que je ne me posais même plus la question à la maison. C'est pour ça qu'il faut pratiquer dans le contexte où vous voulez changer. Vous voulez être moins anxieux en réunion, pratiquez la relaxation avant et pendant les réunions, pas juste chez vous sur votre canapé. Avant de vous donner des stratégies en fonction d'un problème que vous souhaitez résoudre, parlons des obstacles, des choses qui sabotent votre capacité à recabler votre cerveau. L'ennemi numéro 1, c'est le stress chronique. Le cortisol élevé en permanence est toxique pour la neuroplasticité. Parce que sous stress chronique, votre hippocampe, cette zone de la mémoire et de l'apprentissage, peut littéralement rétrécir. Votre capacité à créer de nouvelles connexions diminue. C'est pour ça que quand vous êtes ultra stressé, vous avez du mal à apprendre, à changer et à penser clairement. Votre cerveau est en mode survie, il ne sculpte pas, il protège. L'ennemi numéro 2, c'est le manque de sommeil. C'est pendant le sommeil que votre cerveau consolide les nouvelles connexions. Vous avez pratiqué une nouvelle compétence dans la journée, eh bien votre cerveau va renforcer ces connexions pendant la nuit. C'est là que la magie se produit. Pas de sommeil égale pas de neuroplasticité durable. L'ennemi numéro 3, c'est l'inactivité physique. L'exercice physique est un des facteurs les plus puissants de neuroplasticité. Pourquoi ? Parce que l'exercice libère du BDNF. C'est une protéine qu'on appelle parfois l'engrais du cerveau. C'est un peu un fertilisant neuronal. Le BDNF aide à créer de nouveaux neurones, renforce les connexions existantes et protège les neurones du vieillissement. Pas de mouvement égale moins de BDNF égale moins de neuroplasticité. L'ennemi numéro 4, c'est l'absence de nouveauté. Votre cerveau change quand il est challengé, quand il rencontre de la nouveauté, de la difficulté. Si vous faites exactement les mêmes choses tous les jours, dans le même ordre, sans rien de nouveau, alors votre cerveau va se scléroser, entre guillemets. C'est le principe dont on a discuté tout à l'heure, ce qui ne sert pas s'atrophie. Les circuits non utilisés s'affaiblissent. Si votre vie est sur pilote automatique complet, alors votre plasticité diminue. Mais alors, maintenant qu'on a la théorie, passons à la pratique. Comment sculpter consciemment son cerveau ? La stratégie numéro 1, c'est choisissez un circuit à construire et un à laisser se dégrader. Vous ne pouvez pas tout changer en même temps, donc choisissez un circuit neuronal que vous voulez développer. Si vous cherchez à développer votre patience, vous allez créer des circuits de régulation émotionnelle. Si c'est la concentration, vous allez développer votre cortex préfrontal en réduisant la distraction. Si c'est la confiance, vous allez recabler votre discours intérieur.
Donc essayez d'en choisir un seul, puis identifiez le circuit que vous laissez se dégrader. Si c'est la rumination par exemple, on arrête de nourrir ce circuit. La colère réactive, on cesse de pratiquer l'explosion. Si c'est l'anxiété anticipatoire, on coupe l'eau à cette autoroute. Alors facile à dire comme ça, parce qu'il faut que vous trouviez exactement où se trouve cette autoroute. Pour la rumination, c'est peut-être le moment du coucher. Si tous les soirs vous ruminez votre journée, eh bien vous allez devoir adopter une stratégie différente. L'objectif c'est d'arrêter de ruminer le soir. Alors vous allez par exemple utiliser le moment du retour au travail dans la voiture pour essayer de régler les problèmes de la journée. Comme ça, quand vous franchissez la porte de la maison, eh bien vous avez déjà réglé les problèmes de la journée. Vous n'avez plus besoin d'y revenir. En conclusion, vous devez construire un circuit et en affamer un autre. La stratégie numéro 2, c'est la pratique délibérée. Parce que répéter bêtement ne suffit pas. Il faut une pratique délibérée. Ça veut dire une attention focalisée où vous êtes pleinement présent à ce que vous faites. Si c'est une légère difficulté, vous sortez de votre zone de confort, mais pas trop. Juste assez pour que ce soit challengeant pour vous et vous essayez de remarquer tout de suite ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Si par exemple vous souhaitez développer votre patience, bien la mauvaise pratique c'est se dire je vais être plus patient et espérer que ça arrive. La bonne pratique, c'est identifier un moment récurrent où vous perdez votre patience. Par exemple la file d'attente ou les embouteillages, les enfants qui traînent. Pratiquez consciemment la patience à ce moment précis que vous avez identifié. Et là, vous observez vos sensations physiques. Vous allez ressentir la tension, la respiration qui va s'accélérer par exemple. Et donc à ce moment-là, vous allez utiliser une technique pour vous calmer tout de suite. Par exemple, prendre une bonne respiration tout en notant mentalement si vous avez réussi ou si vous avez craqué. L'objectif est donc d'être concentré sur le moment, sur ce qui se passe inconsciemment et si vous arrivez à réagir en conscience à cet événement. C'est cette attention permanente et ce feedback instantané qui va sculpter votre cerveau, pas la simple répétition mécanique. La stratégie numéro 3, c'est d'attacher le nouveau au connu. Votre cerveau apprend plus facilement quand vous connectez la nouvelle action à quelque chose qu'il fait déjà. C'est le principe de la philosophie Kaizen japonaise, qui sont les petits pas. Vous attachez votre nouvelle habitude à une habitude existante. On parle aussi parfois de micro-habitudes ou d'habitudes empilées. Par exemple, vous voulez créer un circuit de calme matinal. Vous pourriez essayer de méditer quand vous y pensez. Sauf que ça, c'est difficile. Ça manque d'ancrage. Ou alors, vous pouvez l'attacher à un circuit existant. Après avoir posé ma tasse de café, je ferme les yeux et je médite pendant 2 minutes. Votre cerveau va donc associer la méditation avec votre tasse de café. Puisque vous prenez un café tous les matins, alors ce sera plus facile de méditer également tous les matins après votre tasse de café. Vous utilisez alors une autoroute existante pour construire un nouveau chemin juste à côté. La stratégie numéro 4, c'est la visualisation. Votre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre quelque chose de réel et l'imagination. Des études sur des pianistes l'ont montré. Un groupe pratique physiquement, un autre groupe pratique mentalement, juste par visualisation. Et un troisième groupe ne fait rien. Résultat, les 2 premiers groupes ont montré des changements similaires dans leur cerveau. Pas totalement identiques, mais similaires. La visualisation active les mêmes circuits neuronaux que l'action réelle. C'est pour ça que les athlètes de haut niveau visualisent leur performance. Ils sculptent leur cerveau sans bouger. Et donc si vous cherchez à l'utiliser, par exemple chaque soir, vous prenez 2 minutes et vous vous visualisez en train de réussir votre nouvelle action. Si vous voulez être calme en réunion par exemple, vous visualisez une scène où vous sentez de la tension. Mais toute cette tension qui peut vous arriver sur vous, elle vous passe au-dessus. Vous restez calme quoi qu'il arrive. Et le fait de vous entraîner comme ça va vraiment améliorer votre prochaine réunion. Visualisez la scène, par exemple vous êtes au bureau, il y a les personnes, et tout le monde est là, et quelqu'un vous fait une remarque désagréable. Vous allez simplement imaginer ce que vous aimeriez faire. Respirez calmement, prendre votre temps avant de répondre, et de répondre posément. Plus c'est détaillé et sensoriel, mieux c'est. Votre cerveau va créer des connexions comme si c'était vraiment arrivé. Et donc la prochaine fois, si quelqu'un vous fait une remarque désagréable, vous allez mieux réagir
parce que vous avez déjà vécu la scène. La stratégie numéro 5, c'est l'exercice physique. Si vous ne devez retenir qu'une chose pour booster votre neuroplasticité, c'est de bouger. 30 minutes de marche rapide, 3 fois par semaine, augmente significativement votre production de BDNF, qui est cet engrais cérébral dont je parlais tout à l'heure. Les études montrent que vous améliorez drastiquement votre santé, même avec un tout petit peu d'exercice physique. Donc n'ayez pas peur de commencer doucement, avec quelques exercices. C'est déjà très bien pour votre santé et notamment votre cerveau. Le sport aérobique, celui qui fait battre le cœur, est évidemment le plus efficace. Mais gardez en tête que tout mouvement est mieux que rien. Si vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, faites du sport juste avant. Votre cerveau sera en mode super apprentissage. Si vous voulez consolider un nouveau comportement, faites du sport juste après. Le BDNF va aider à câbler les nouvelles connexions. Donc gardez en tête que le sport n'est pas juste bon pour votre corps, c'est le levier numéro 1 pour votre cerveau également. La stratégie numéro 6, quant à elle, c'est le sommeil. Votre cerveau travaille beaucoup pendant que vous dormez. Les nouvelles connexions que vous avez pratiquées dans la journée, elles se consolident dans la nuit. Votre cerveau les grave pendant le sommeil profond et le sommeil paradoxal. C'est pour ça qu'après une bonne nuit, un problème semble plus clair. Une compétence semble plus facile, votre cerveau a littéralement restructuré les connexions. Donc si vous travaillez sur une nouvelle compétence ou un nouveau comportement, priorisez le sommeil ces soirs-là. 7 à 8 heures minimum. La stratégie numéro 7, c'est la nouveauté. Pour que votre cerveau reste plastique, il faut le challenger avec de la nouveauté. Pas forcément des trucs énormes, mais juste différents. Prenez un chemin différent pour aller au boulot. Brossez-vous les dents de l'autre main, écoutez un genre musical que vous ne connaissez pas. Apprenez 5 mots dans une langue étrangère, cuisinez un plat que vous n'avez jamais fait. La nouveauté force votre cerveau à créer de nouvelles connexions, même petites, même apparemment inutiles. C'est de la gym neuronale. Ça maintient votre cerveau en mode plastique plutôt que rigide. Et comment vous saurez que ça marche, que votre cerveau se recable vraiment? Eh bien, une semaine sur 2, c'est dur, vraiment dur. Votre cerveau résiste, il veut ces vieilles autoroutes. Donc ça, c'est normal, il faut tenir bon. Semaine 3 à 4, ça devient un peu plus facile, mais pas non plus facile. Les chemins commencent à se tracer, vous pensez moins à résister. À partir de la semaine 6, vous remarquez des moments où le nouveau comportement vient naturellement, sans effort conscient. Il y a même des fois où vous vous surprenez à avoir besoin de cette nouvelle habitude. Ensuite, à partir du 3e mois, normalement, si tout se passe bien, le nouveau comportement commence à devenir votre mode par défaut. Bien entendu, il faut que ce comportement corresponde à vos valeurs. Si vous pensez que ce comportement est inutile et qu'il ne vous apporte rien, il y aura toujours une friction. Et ce sera vraiment difficile de tenir sur le très long terme. Et donc, au-delà de 6 mois, l'ancienne autoroute est devenue un petit chemin hasardeux à pratiquer. La nouvelle est beaucoup plus large, rapide et confortable. C'est votre nouvelle nature. C'est votre nouvelle identité. Mais rappelez-vous que l'ancienne autoroute ne disparaît jamais vraiment. Sous stress intense, elle peut réapparaître. C'est normal, c'est pas un échec forcément, c'est juste de la biologie. Vous reconnaissez, vous retournez à votre nouvelle route et puis tout ira bien. Alors cette semaine, choisissez un comportement que vous voulez câbler dans votre cerveau. Pas un comportement énorme, un micro-comportement, quelque chose de petit. Choisissez une seule chose et pratiquez-le délibérément, tous les jours avec attention. Alors tous les jours, pas forcément. Si c'est du sport, ça peut être 3 fois par semaine. Mais ne le faites pas mécaniquement. Essayez d'être conscient de ce que vous faites. Votre cerveau va commencer à créer le chemin, le circuit, la connexion. C'est invisible, vous ne le sentirez pas forcément, mais c'est réel. C'est mesurable au scanner. Alors, si vous êtes en train de sculpter votre cerveau, neurone après neurone, si vous voulez un outil pour vous accompagner à adopter cette nouvelle habitude, l'application winterbloom.app est toute destinée pour vous aider. Je ne vous en dis pas plus, allez sur winterbloom.app et testez par vous-même. Imaginez une immense plaine recouverte d'1 mètre de neige fraîche. Une neige épaisse, lourde. C'est votre cerveau avant le changement. Vous devez traverser cette plaine pour aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire votre nouvelle identité. La première fois que vous vous lancez, c'est l'enfer. Vous vous enfoncez jusqu'à la taille. Chaque petit pas est une lutte.
Vous levez les genoux hauts, vous transpirez, vous soufflez, vous avancez à 2 à l'heure. À ce moment-là, votre cerveau va vous hurler que c'est trop dur, qu'il faut faire demi-tour et qu'il vaut mieux reprendre la route déneigée qu'on connaît déjà. Mais si vous continuez, vous arrivez au bout, épuisé. Si vous regardez derrière vous, vous voyez une trace. Irrégulière, mais elle est là. Le lendemain, vous devez refaire ce trajet. Vous avez le choix. Reprendre la route déneigée, c'est-à-dire votre ancienne habitude, ou reprendre votre trace dans la neige. Vous choisissez la trace. C'est encore dur, mais un petit peu moins. Vos pieds trouvent les trous formés la veille. La neige est un peu tassée. Le 3e jour, c'est encore plus facile. Et la 10e fois, vous marchez normalement. La 100e fois, la neige s'est transformée en glace compacte. Vous pouvez courir dessus les yeux fermés. C'est finalement ça la neuroplasticité. Vos neurones sont comme vos pas dans la neige. Au début, créer une nouvelle connexion demande une énergie folle. C'est la lutte dans la poudreuse. Mais à force de passer et repasser, vos pas vont tasser la neige. Cela va créer une autoroute d'information. Ce qui est un effort surhumain devient une seconde nature. Ce qui était une lutte devient une glissade. Vous ne changez pas en espérant que la neige fonde. Vous changez en marchant, encore et encore, jusqu'à ce que le chemin soit plus solide que la plaine elle-même. La semaine prochaine, on parlera des émotions, de ce système d'information ultra sophistiqué que vous ignorez ou que vous combattez. Quand vos émotions ne sont pas des tyrannies mais des données, et comment apprendre à les lire plutôt qu'à les subir. D'ici là, arrosez vos nouvelles connexions, pratiquez votre micro-comportement, soyez patient avec vos neurones, parce que vous êtes en train de vous sculpter, même si vous ne le voyez pas encore. C'était Winterbloom, et rappelez-vous, votre cerveau n'est pas une fatalité, c'est une sculpture en cours, et c'est vous qui tenez le ciseau.